Bonjour, je suis désolé de ne pas être des vôtres et je vous remercie de votre invitation pour avoir publié il y a presque 40 ans maintenant un livre qui s'appelait L'Ordre cannibale, l'histoire de l'avenir de la médecine, où j'évoquais très en détail les perspectives de l'homme prothèse, le cannibalisme étant la façon dont la société était cannibale dans les temps très anciens, est devenue cannibale autrement en avalant le mal pour en faire une source de bien, comme on faisait en mangeant le corps de ses ennemis, puis en transformant l'ensemble des objets de consommation en un moyen de renforcer sa force, et notre société est devenue plus largement aujourd'hui cannibale, puisqu'elle transforme progressivement, elle va transformer le corps en des objets marchands. C'est une longue histoire humaine qu'on pouvait prédire, et que j'ai donc prédit il y a maintenant plusieurs décennies, qui est la transformation profonde de l'homme en un artefact. Longue transformation qui prend du temps et qui maintient cette continuité sous des formes métaphoriques, religieuses ou diverses du cannibalisme comme structurant nos sociétés, avaler le mal pour en faire une source du bien. Nous en sommes là aujourd'hui dans cette transformation qui est aussi l'artificialisation progressive de la vie avec cette fantasme qui conduit l'humanité, qui n'a pas d'autre objectif que l'immortalité, ou en tout cas vivre plus longtemps, et qui vit ce fantasme dans cette idée à la fois exacte et absurde, selon laquelle un objet artificiel a une vie plus longue qu'un être humain. C'est vrai qu'une table peut vivre plus longtemps qu'un être humain, et que donc si nous étions tous des tables, nous serions immortels. Et l'idée de remplacer ou de compléter notre capacité par des dimensions artificielles nous donne le sentiment que nous pouvons être immortels. Est-ce qu'il s'agira de prothèses électroniques ou de prothèses génétiques? J'y reviens dans une seconde. D'autant plus que, avec cette idée de compléter, qui est donc une longue tendance historique, et cela n'a de sens de le comprendre et de le prévoir que parce que ça s'inscrit dans cette longue tendance historique de l'artificialisation de la vie, qu'en même temps ça s'inscrit dans une aussi longue tendance historique d'une augmentation des moyens de l'homme, qui est au cœur de votre colloque. Augmentation des moyens de l'homme, augmentation de son espérance de vie, augmentation de sa force, augmentation de ses moyens, qui commence peut-être avec le mythe du levier et d'Atlas, qui est certainement au cœur de la réflexion fondatrice, et qui se retrouve dans d'autres dimensions mythologiques, comme celle du golem un peu plus tard, ou celle même de la façon dont l'homme est conçu à partir de l'argile, matière morte qui donne la vie, dans de très nombreuses civilisations et dans de très nombreuses histoires, à commencer par celle de la Bible. Donc nous avons cette grande continuité de donner à l'homme des forces supérieures, de créer les conditions de lui donner des forces supérieures, soit par des choses qui lui sont extérieures, le levier, soit par les choses qui lui sont intérieures, en augmentant son espérance de vie, sa capacité à comprendre, à vivre plus longtemps, à vivre mieux, à développer son cerveau. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Mais nous en sommes là dans une extraordinaire convergence technologique que vous allez débattre, dont vous allez débattre et que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous bien mieux que moi, entre les différentes dimensions des sciences du vivant et des sciences du numérique, puisque la convergence du numérique, de la génétique, des nanotechnologies et des neurosciences nous amène progressivement va nous amener dans ce qu'on appelle la grande convergence, à un effet de choc où beaucoup de choses qu'on croyait difficilement possibles ou imaginables vont devenir possibles. Dans les 20 ou 30 ans qui viennent, cette convergence, cette entrée en résonance de ces technologies va rendre possible non seulement des organes artificiels en très grand nombre, non seulement le clonage à partir des cellules souches d'un certain nombre d'entre eux, non seulement beaucoup de moyens de compléter l'homme par des moyens de développer ses compétences ou de développer ses moyens de s'auto-surveiller par des objets qui viendront l'aider à se surveiller, puisque l'homme ne résistera jamais à se doter de moyens de mieux comprendre et de mieux surveiller sa santé, quitte à ce que ce soit non pas pour son propre service, mais pour celui de ceux qui en gèrent les intérêts financiers. Et donc nous avons toute cette logique qui se met en place, qui se complète de façon immédiate par le pouvoir croisé des compagnies d'assurance et des gestionnaires de bases de données qui ont besoin ensemble, pouvoir planétaire, de mieux contrôler, de mieux connaître, de mieux prévoir et de nous amener à prévoir nous-mêmes les conditions de notre futur, pour créer les conditions, pour que nous modifions les conditions de notre futur, pour qu'il soit plus
rentable pour le système technologico-financier qui prend progressivement le pouvoir sur nos sociétés. Est-ce que la politique peut quelque chose? La politique peut d'abord le prévoir, parce que tout ce que je dis était non seulement prévisible, mais a été prévu depuis 30 ans. On s'est peut-être trompé pour certains sur les dates. Je me souviens d'un prix Nobel français qui me disait à cette époque, il y a 35 ans, que le clonage ce serait pour 2500 et pas avant. C'est simplement un peu trompé, mais tout ce qu'on croit possible aura lieu et au-delà, puisque les meilleurs capables de prévoir sont plutôt les romanciers que les économistes, car la réalité va beaucoup plus loin que l'extrapolation de tendance. Et donc tout cela aura lieu. Est-ce que nous avons les moyens de le prévoir? Oui. Est-ce que nous avons les moyens de l'empêcher? D'abord, faut-il l'empêcher? Après tout, si l'homme devient immortel et supérieurement intelligent, pourquoi l'empêcher? Bien sûr, tout cela n'est pas impossible et doit être prolongé. En même temps, jusqu'où faut-il aller? Faut-il aller jusqu'à la transformation progressive de l'homme en un artefact, un petit peu comme le couteau dont on change la lame et le manche qui croit rester un couteau alors qu'il est autre chose? L'homme sera progressivement ce personnage de « Je suis une légende », ce roman de Richard Matheson, où un homme croit être le dernier humain dans un monde de vampires sans savoir qu'il est déjà lui-même un vampire. Nous sommes en train de devenir cela progressivement et nous allons le devenir. Faut-il le vouloir? Pourquoi pas, si nous obtenons davantage de conscience. Les fantasmes qui sont devant et qui sont fantastiquement, extraordinairement tentant, c'est d'imaginer que l'homme puisse ainsi gagner progressivement une forme d'immortalité jusqu'au moment où il pourra même renoncer à l'immortalité du corps lorsqu'il aura compris ce qui aujourd'hui est absolument impensable, mais pourquoi l'exclure, qu'on puisse localiser la conscience de soi. Dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de réparer le corps, il suffirait de transférer la conscience de soi ailleurs pour que l'immortalité soit atteinte. On peut donc imaginer que la vraie prothèse, c'est celle de la conscience de soi, et comme chacun sait, c'est quelque chose d'aujourd'hui aussi difficile à atteindre que Moby Dick. Une dimension plus inquiétante, évidemment, c'est ce moment où cette conscience de soi devient si artificielle, où ces technologies sont si puissantes qu'elles amènent à une intelligence artificielle qui prend son autonomie, est d'abord au service de l'humanité, puis au service d'elle-même, et combat l'homme. Beaucoup aujourd'hui pensent que l'intelligence artificielle a les moyens, à 30 ou 40 ans d'ici, de prendre son autonomie et de constater, d'ailleurs, à mon avis à juste titre, que l'humanité est suicidaire et que l'humanité va un jour prendre conscience que l'intelligence artificielle lui est nocive, et donc l'intelligence artificielle prendra la décision de tirer le premier et d'attaquer l'humanité avant que l'humanité n'attaque l'intelligence artificielle. Donc c'est maintenant ou jamais, de cette façon, qu'il faut la maîtriser. Sur quels critères? Évidemment, aucun pays ne peut faire ça tout seul. Tout pays qui essaierait se trouverait combattu par le reste, et il n'y a pas d'autre solution que celle de mettre en place une règle mondiale. Ce n'est pas exclu, ne pensons pas que ce soit absurde pour un domaine aussi fondamental pour l'espèce humaine que le football. On a mis en place des règles internationales qui s'appliquent partout dans le monde. Pourquoi ne pourrait-on pas faire pour la conscience ou pour le sanctuaire du corps quelque chose qui est évidemment moins important que le football, aussi l'amorce d'un gouvernement mondial? On vient de décider, c'est une décision très importante de l'OCDE, d'avoir une vraie règle de transparence fiscale qui permet au gouvernement de contrôler ce que font les multinationales. Ça montre que progressivement l'idée d'un gouvernement mondial, ou en tout cas de règles de droit mondial, prend le pas sur les anarchies générales. On peut y arriver, on peut le vouloir, et il faut alors oser le vouloir. Il faut des règles mondiales qui soient aussi contraignantes que celles qui viennent d'être décidées en matière de paradis fiscaux pour interdire les paradis génétiques. Sur une règle très simple, qui à mon sens doit être appliquée et qui constitue le vrai principe de précaution, pas aussi absurde et
et tragiquement réactionnaire que celui qui a été introduit dans la Constitution française, mais un principe de précaution qui soit fondé sur la simple idée: doit être interdit tout ce qui aurait des conséquences irréversibles sur l'espèce humaine. La clé, c'est l'irréversible. On peut très bien faire quelque chose qui a des conséquences sur un individu ou même sur une génération, mais si c'est irréversible ou si ça a un risque d'être irréversible, il ne faut pas le faire. Et sur ce principe, on voit que cela donne beaucoup de champ de liberté à la recherche, mais en même temps l'obligation de penser mondialement quelque chose auquel les scientifiques et les savants rassemblés dans votre conférence peuvent penser, c'est-à-dire les conditions de règles éthiques d'un comité d'éthique mondial, avec ce comité d'éthique mondial qui progressivement établirait une doctrine et pousserait les gouvernements à comprendre que l'intérêt des générations suivantes, c'est le nôtre, et que la seule façon d'être utilement égoïste, c'est d'être altruiste. Je vous remercie.